Bonjour à vous et bienvenue dans le 172e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'album Barcelona Âme Noire, titre que l'on doit à l'association de 5 auteurs, 2 scénaristes, Gani Yacoupi et Denis Lapierre, et 3 dessinateurs originaires de Barcelone, Rubén Pelerero, Martín Pardo et Emmanuel Torrens, pour un titre sorti chez Dupuis dans la collection Air Libre. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, San Francisco 1906 avec un premier tome sur 2 baptisé Les 3 Judith, une série que l'on doit au scénario de Damien Marie, au dessin de Fabrice Médour et c'est à retrouver aux éditions Grand Angle. Je parlerai ensuite de l'album 109, un album intense et captivant que l'on doit à Jean-Christophe Chauzy et aux éditions Casterman. J'aborderai aussi la sortie de l'album Carcajou, un western original que l'on doit au scénario d'El Diablo, au dessin de Gillian Deroche et c'est édité chez Sarbacane. Ensuite, je vous parlerai de l'album Vivre libre ou mourir qui parlera rock français indépendant, un titre que l'on doit au scénario d'Arnaud Le Gouefflec, au dessin de Nicolas Mogg et c'est publié chez Glénat dans la collection Millefeuille. Je vous présenterai une histoire aussi troublante qu'originale avec O Lenny que l'on doit au talentueux Aurélien Maury et aux éditions Tanibis. Enfin, je terminerai par la réédition en intégrale du diptyque Le Convoi, titre qui nous entraîne aussi à Barcelone et que l'on doit aussi au duo Denis Lapierre au scénario, Emmanuel Torrens au dessin et c'est publié chez Dupuis dans la collection Air Libre. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Comme pour la réédition du diptyque Le Convoi, que je vous présente en fin d'épisode, c'est à Barcelone, dans une Espagne encore sous la coupe du général Franco, celui que l'on nomme le Caudillo, et qui a mis en place l'un des régimes dictatoriaux les plus durs d'Europe, que je vous entraîne. Profitant de la sortie de Barcelona Âme Noire, qui va nous occuper dans cette première partie, les éditions Dupuis ont eu la brillante idée de ressortir Le Convoi dans un format intégral ponctué d'un dossier en fin d'album. Barcelona Âme Noire, le nouveau venu, est un album qui aurait dû voir le jour sous la forme d'une saga en 6 volumes, mais c'est finalement dans un passionnant album unique que nous entraînent les 5 auteurs qui se cachent derrière ce projet. À la baguette, côté scénario, on retrouve Denis Lapierre, qui signe aussi le scénario du Convoi, ici épaulé par Gani Yacoupi, auteur d'origine kosovare, mais qui s'est installé depuis quelques années dans la capitale catalane. Pour ce qui est du dessin, c'est un trio que l'on retrouve ici. À l'origine, c'est Rubén Pelerero qui devait s'occuper seul du dessin, mais accaparé qu'il est par la reprise de Corto Maltese, il se retrouve en compagnie de Martín Pardo et Emmanuel Torrens, qui signent aussi Le Convoi pour l'épauler dans cette tâche. Pourtant, au regard de la fluidité graphique et scénaristique, on ne pense pas une seule seconde qu'il y a eu 5 hommes derrière cette histoire, qui débute dans une Espagne qui vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'est pas encore débarrassée du régime franquiste. On y découvre le jeune Carlos, personnage central de cette histoire, dans un train en partance pour la France pour aller y travailler afin de gagner sa vie et ramener au pays des produits dont manque cruellement une Espagne exsangue à ce moment-là, en cette fin des années 40. On fait alors un petit retour en arrière pour découvrir le petit Carlitos qui va assister à un véritable drame,
celui de sa mère retrouvée dans les décombres de son logement qui a été bombardé, une mère retrouvée nue avec une drôle de marque faite au couteau sur le bas du ventre. C'est qu'en plus du régime franquiste, qui sévit en Espagne à l'époque, à Barcelone rôde un tueur en série qui signe ses crimes de ce signe humiliant pour des femmes qu'il viole apparemment avant de les assassiner. La mère de Carlitos semble être la première victime de ce détraqué dont on va faire la chasse, à commencer par le policier José Santos Pedregal, dont le travail quotidien oscille entre son zèle envers le pouvoir franquiste et la corruption active envers les commerçants dont fait partie Carlos, le père du jeune Carlitos. C'est dans ce contexte que notre flopé d'artistes déploie une galerie de personnages complexes dans une Espagne changeante au gré de son ouverture sur le monde et de l'étau que tente de desserrer un pouvoir franquiste dont l'histoire se termine avec sa disparition. Pour le reste, je me garderai bien de vous en dire plus, que ce soit sur le destin qui attend le jeune Carlitos, ou sur la résolution de l'énigme qui concerne ce tueur sanguinaire qui sévit dans les rues de Barcelone et qui fait parler la population. Toujours est-il que l'intrigue est parfaitement bien menée et qu'elle tient en haleine le lecteur de la première à la dernière page, en mettant en avant de nombreuses thématiques qui viennent ici s'entrechoquer sans jamais perdre le lecteur en route. Sur fond d'un des épisodes historiques les plus importants de l'Espagne contemporaine, on en profite pour parler de filiation et de transmission, mais aussi de la nature des hommes et des femmes, avec la réussite que va connaître le jeune Carlitos, devenu Carlos, mais qui ne s'est pas faite sans conséquences. En 145 pages, nous sommes entraînés dans un tourbillon où les femmes vont aussi jouer un rôle important, des femmes sublimées par les crayons de nos trois dessinateurs dont les styles s'accordent parfaitement ici. Avec ce dessin style ligne claire, avec des contours épais et des personnages expressifs, nous sommes totalement transportés par cette histoire dans laquelle le cadre historique développé en arrière-plan apporte une touche de crédibilité. À la fois distrayant, intelligent et très beau graphiquement, l'album Barcelona âme noire fait partie de ces très belles sorties de ce mois de mars pour un titre qui vient prendre une place toute légitime dans la très belle collection Air Libre des éditions Dupuis. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est du côté de San Francisco, au début du siècle dernier, que nous allons ouvrir notre revue des sorties pour un album qui mélange avec beaucoup d'habileté la réalité et la fiction pour donner une histoire passionnante dont le premier tome sur 2 est sorti en librairie. Ça s'appelle San Francisco 1906 et en toile de fond de cette histoire qui va tourner autour de 3 figures féminines, nous avons le grand séisme causé par la faille de San Antonio en 1906 et qui a laissé la ville en ruine. Mais avant de vivre cette tragédie qui survient en toute fin de cette première partie, on commence l'histoire au moment du siège de Béthulie en 720 avant Jésus-Christ, pour y découvrir une certaine Judith dont le charme ravageur va faire basculer le cours de cette bataille. Cette Judith de Béthulie est d'ailleurs restée à la postérité, mise en portrait par le célèbre peintre Gustav Klimt, tableau qui va se retrouver au centre d'une histoire autour de laquelle tourne ce premier tome. Baptisé les 3 Judith, on vient donc d'en découvrir 2, celle de Béthulie, celle peinte par Klimt. Quant à la 3e, elle va emprunter ce prénom pour cacher le sien des différentes personnes qui sont à ses trousses. La 3e de ces Judith est en réalité femme de chambre dans un des plus célèbres palaces de San Francisco, le Palace Hotel, qui accueille en cette période le célèbre chanteur d'opéra Caruso. À cette époque, le chanteur, qui vit un triomphe sur les planches, connaît une vie privée plus tumultueuse, puisqu'il se retrouve contraint à rendre des services pour la mafia pour qu'on le laisse en paix, lui et sa famille. Pour acheter cette tranquillité, il a embarqué avec lui dans ses bagages le célèbre tableau de Klimt qu'il doit faire passer, via des intermédiaires, à un clan mafieux de San Francisco lors de sa tournée. C'est ainsi que l'on découvre les 3 Judith dans une histoire où rien ne se passera comme prévu et qui sera en plus totalement chamboulée par le fameux séisme qui va mettre la ville sans dessus-dessous.
Le scénario de Damien Marie est parfaitement bien mené, captivant et très facile à suivre en dépit des différentes temporalités et des multiples personnages qui interviennent dans ce récit. Donnant beaucoup d'intensité à cette histoire avec ce dessin si caractéristique que je retrouve toujours avec plaisir, Fabrice Médour nous fait plonger dans ce récit captivant de la plus belle des façons avec un dessin très pictural. La couleur, les personnages, les figures féminines dont l'érotisme émane de chacune d'elles, tout participe au plaisir de la lecture de ce premier tome d'un diptyque dont j'attends la suite avec grande impatience maintenant. Duo qui a déjà travaillé ensemble par le passé, c'est chez Grand Angle qu'il publie cette nouvelle aventure pour un premier tome qui fait 64 pages et qui est paru le 28 février dernier en librairie. En 2020, alors que le monde entier allait entrer dans une crise sanitaire sans précédent avec le Covid, c'est une autre épreuve qu'allait traverser Jean-Christophe Chauzy, une épreuve qu'il nous raconte dans un album intime et touchant baptisé 109. La couverture rouge montrant un homme mis à nu avec des tuyaux qui lui sortent du corps, et le titre ne laisse guère de place au doute, il va être ici question de maladie et du combat qu'a livré pour sa survie l'auteur en cette année de Covid. Pourtant, en ce début d'année, Chauzy ne manque pas de projet. En plus d'un album qu'il doit terminer, il restaure l'appartement dans lequel il vient d'emménager en compagnie de sa chérie du côté de Lyon. Pourtant, on comprend que rapidement, tous les projets et toutes les projections vers l'avenir vont devoir être mis entre parenthèses. On lui annonce une myélofibrose, maladie qui fait que son corps ne produit plus ni globules rouges et blancs et encore moins de plaquettes. À terme, sans une greffe de moelle osseuse pour que son corps produise de nouveau des cellules souches, c'est une mort certaine qui attend celui qui se prend cette nouvelle de plein fouet, comme on prend un train en pleine tête. C'est Gaëlle qui explique tout cela à Chauzy, elle qui va s'occuper de lui détailler le traitement et les interventions qu'il va subir, elle qui va piloter les équipes médicales qui auront la lourde tâche de lui sauver la vie. Bien entendu, si ce livre existe, c'est que le traitement va porter ses fruits, mais au-delà du lien entre l'auteur et le monde médical, l'arrivée avec fracas dans sa vie de la maladie et de la possibilité de ne pas y survivre va le renvoyer à sa propre intériorité. C'est ainsi qu'il nous livre ses réflexions les plus profondes et les plus franches, lui devenu prisonnier de ce corps dysfonctionnel qui va devoir faire confiance à la moelle osseuse de sa propre sœur Corinne pour lui sauver la vie. C'est donc un parcours médical doublé d'une réflexion intellectuelle que nous propose Jean-Christophe Chauzy, une réflexion possible quand son corps lui permet ou que le traitement ne le plonge pas dans un monde peuplé d'hallucinations. L'album est véritablement passionnant, au niveau graphique, il alterne les styles, simples ou plus travaillés, avec un jeu sur les ombres, un noir et blanc avec niveau de gris, que vient seulement relever la couleur rouge, couleur de ce sang, tellement vital qui le maintient en vie. Gros coup de cœur du moment, 109 est aussi un bel hommage que rend l'auteur à l'ensemble du corps médical, un corps médical composé essentiellement de femmes qu'il sait mettre en valeur dans les 256 pages de son nouvel album. Ce sont les éditions Casterman qui publient ce titre passionnant et si personnel, un album que l'on est d'autant plus heureux de tenir entre les mains qu'il émane d'un auteur pour lequel j'ai beaucoup d'affection et qui a été capable de faire jaillir de cette épreuve un titre de grande qualité. C'est à Sinergulch, dans la région de l'Alberta au Canada, que je vous entraîne dans l'album suivant, une bande dessinée nommée Carcajou, du nom d'un personnage que l'on découvre dans une brève introduction qui donne le ton de ce western à l'ambiance très dark. Gus Carcajou est un personnage résistant à tout, avec une force hors norme qui a décidé de s'installer sur un territoire en marge de la ville, sur une colline, afin de prospecter et d'y trouver de l'or qui fera sa fortune. En cette fin de 19e siècle, l'or n'est plus la seule ressource que l'on tente de convoiter. Depuis peu, le pétrole est l'autre ressource dans laquelle on peut gagner des dollars, et ça, la famille Foxton l'a très largement compris. À Sinergulch, G. Foxton dirige une entreprise pétrolière et parallèlement à cela, son pouvoir financier lui permet de contrôler la ville en ayant dans la poche aussi bien le maire de la petite cité que le shérif. Seule Linda Squirrel, qui tient le saloon du Patelin, semble lui résister.
Pourtant, les deux se connaissent de longue date et se tournent autour, mais l'appât du gain à tout prix qu'affiche Jay Foxton en permanence est de nature à éloigner la belle. D'ailleurs, Jay Foxton n'est pas du genre à s'embarrasser des personnes qui lui barrent la route dans sa quête de fortune. En cela, le shérif Kodiak est un fidèle allié, prêt à tout pour assurer la prospérité de son ami. Bref, la violence et l'appât du gain sont deux moteurs de cette histoire, mais ce ne sont pas les seuls car Carcajou est un western qui renouvelle le genre en offrant plus de profondeur et en jouant sur la duplicité de certains personnages, proposant au lecteur de faire attention parfois aux apparences. Toujours est-il que l'histoire va véritablement s'emballer et déraper quand Paxton va vouloir mettre la main sur la colline de Carcajou, une action qui va marquer un tournant dans cette histoire qui compte deux grandes parties, entrecoupées par un retour dans le passé en noir et blanc. Ne manquant pas de rebondissements et sachant tenir le lecteur en haleine de la première à la dernière page, nous devons le scénario à El Diablo, qui justifie ici ce surnom avec une histoire redoutable et diabolique. Expressif, rythmé et donnant beaucoup de caractère à cet album, c'est Gillian Deroche qui signe les dessins de cette bande dessinée, aidée aux couleurs par Marion Chancerelle, pour un résultat aux teintes très sombres qui finissent d'installer l'atmosphère de ce titre. Jeune auteur de bande dessinée qui signe là son premier album chez Sarbacane, c'est déjà un coup de maître tant le tout est parfaitement maîtrisé et fait passer un excellent moment de lecture en 224 pages d'un album sorti le 6 mars dernier en librairie. Quelle passionnante plongée dans le monde du punk et du rock alternatif que nous offre le duo Arnaud Le Goueflec au scénario et Nicolas Mogg au dessin dans l'album Vivre libre ou mourir, sorti récemment chez Glénat dans la collection Millefeuille. Le même duo avait d'ailleurs fait une incursion dans le monde de la musique dite underground avec un album dont le titre était justement Underground, un album en noir et blanc à la forte pagination sorti en 2021. S'éloignant de la musique dite commerciale, même si on voit dans cet ouvrage que la scène alternative est rattrapée par les grosses majors à la fin des années 80, les deux auteurs nous proposent une promenade en compagnie des acteurs de l'époque dans un ouvrage passionnant à parcourir. Nourrissant le récit de quelques éléments de contexte, comme l'arrivée à la présidence de la République de François Mitterrand en 1981, c'est l'occasion de revisiter une époque, mais surtout un style musical dont certains noms de groupes résonnent encore à nos oreilles. Parmi les noms qui reviennent souvent, en fer de lance de ce mouvement qu'ils auront su incarner avec force et vitalité, les Berruriers Noirs, Berru pour les intimes, dont Laurent, l'un des leaders du groupe, signe une préface qui résume ce que fut l'esprit de l'époque. Dans une France qui se résume à 3 chaînes de télévision et une radio corsetée, les années 80, avec l'arrivée des radios libres, vont marquer un tournant dans lequel vont s'engouffrer des personnalités différentes qui auront toutes comme point commun de s'emparer d'un espace de liberté pour créer. Enfin, on comprend que le mouvement punk et ce que l'on appelle le rock alternatif est d'abord une volonté de vivre libre, de trouver aussi dans la musique un espace pour s'exprimer et s'affirmer, bien loin de la variété abreuvée à la télévision. Si le mouvement est accompagné de ses dérives comme la drogue, l'alcool ou un certain glissement vers l'extrême droite pour le mouvement punk, dans l'ensemble, il reste un joli moment de libre expression qui aura enfanté une certaine créativité et des groupes qui resteront à la postérité. Les Berruriers Noirs donc, mais aussi Parabellum, les Tugs, Ludwig van 88, la Mano Negra, les Garçons Bouchés, la Souris Déglinguée ou encore les Wampas, tous sont évoqués ici dans un album érudit qui mélange les témoignages et l'histoire d'un mouvement qui reprend vie sous nos yeux. C'est Nicolas Mogg qui met en image le travail d'Arnaud Le Goueflec avec un dessin foisonnant en noir et blanc qui s'affranchit de la case, un dessin qui permet à l'œil de se promener et de se perdre dans cette plongée qui nous entraîne sur une décennie à cheval entre les années 70 et 80. Dans ces précis, ce dessin accompagne à la perfection cet objet dans lequel j'ai adoré m'aventurer, permettant au passage d'y retrouver ici et là des traces de ma jeunesse, un titre qui fait 176 pages que j'ai trouvé passionnant et que vous pourrez retrouver à votre tour en librairie depuis le 13 mars dernier. Quelle drôle d'histoire que celle que nous raconte Aurélien Maury dans son nouvel album, sorti début mars chez Tanibis, une histoire qui démarre pourtant d'une façon très paisible,
une quiétude qui se retrouve d'ailleurs dans le dessin de l'auteur, avec un style ligne claire bien propre et précis. Mais voilà, dans l'album Oh Lenny, il faut apprendre à se méfier de cette apparence de normalité, car on va basculer très rapidement dans un monde où l'étrange, l'horreur et la folie font une incursion en douceur. En attendant, on découvre June, dès les premières pages, une jeune femme rousse qui travaille dans un cabinet vétérinaire et qui vit en compagnie de Brad, dans un couple tout ce qu'il y a de plus banal et classique. Pourtant, on perçoit très vite chez June un manque, une espèce de mélancolie du quotidien, qui va s'aggraver au moment où Brad va lui imposer un déménagement, suite au poste qu'il vient de décrocher dans sa nouvelle entreprise. Concentré sur son travail, il ne voit pas vraiment que sa femme n'est pas heureuse, qu'elle n'a pas envie de cette grande maison dans un quartier résidentiel standardisé, que son amour pour la nature et les animaux ne sont pas du tout satisfaits dans cette nouvelle vie. C'est ainsi que les jours passent et qu'une drôle de créature va faire son entrée fracassante dans la vie de la jeune femme, une créature que le lecteur, pas plus que Brad, n'est capable d'identifier. Grise, petite, avec des tentacules à chaque extrémité qu'elle va utiliser pour se déplacer, ainsi que des petites dents acérées, elle n'a absolument rien pour plaire, mais va tout de même trouver en June quelqu'un pour s'occuper d'elle au quotidien et lui sauver la vie. Dans un rôle à cheval entre la sauveteuse et la maman, elle va s'occuper de cette créature jour après jour, lui donner le bain, la nourrir, la distraire, au grand désarroi de Brad, qui voit d'un mauvais œil l'arrivée dans la maison de celui que June a baptisé Lenny. Avec l'arrivée de Lenny dans le foyer, tout va se mettre à dysfonctionner, et au fur et à mesure que les jours passent, que le lecteur tourne les pages, l'attachement entre June et Lenny devient de plus en plus fort dans une relation malsaine et dérangeante dont on se demande jusqu'où elle pourrait bien aller. Troublant et fascinant à la fois, Oh Lenny fait partie de ces albums qu'il est bien difficile de classer, mais cette originalité est au service d'un véritable propos en nous entraînant dans ce couple lambda avec lequel on peut s'identifier et qui va connaître une drôle de destinée avec l'arrivée de Lenny. En plus de cette histoire singulière et originale, l'autre grande force de cet ouvrage est ce dessin soigné et maîtrisé, un dessin dont la douceur apparente participe au décalage qui existe entre ce que l'on pense trouver dans cet album et ce que l'on a vraiment. La mise en couleur participe d'ailleurs de ce sentiment, donnant au final un objet non seulement singulier, mais vraiment hypnotisant dont on tourne les pages avec frénésie pour savoir jusqu'où on va être entraîné. Belle surprise de ce mois de mars, Oh Lenny est un titre qui fait 328 pages, un album qui confirme tout le bien que l'on pense d'Aurélien Maury, qui signe là un coup de maître que l'on retiendra longtemps après avoir fermé la dernière page. Comme toutes les 2 semaines, je conclus cet épisode en donnant de la place à un ouvrage spécial, un titre qui retrouve le chemin des librairies dans une version intégrale réunissant les 2 épisodes, un album en lien direct avec le coup de cœur principal, Barcelona âme noire. En effet, c'est au duo Denis Lapierre pour la partie scénario et Édouard Torrens pour la partie dessin que nous devons cet ouvrage, un titre qui fait aussi de Barcelone la ville centrale de cette histoire. Le Convoi, album sorti en 2 parties à l'origine en 2013, nous entraîne lui aussi dans l'Espagne franquiste, à un moment où le règne sanglant du caudillo touche à sa fin, pour revenir sur le destin d'une famille à l'époque de cette dictature. Ce voyage, on va le faire en compagnie de la belle Angelita, elle qui travaille pour la société Alpha Pharma au moment où débute l'histoire. Nous sommes alors à Montpellier en 1975 et la jolie brune ne sait pas que dans quelques jours, son destin va basculer. En attendant, Angelita, dont le bel accent espagnol est souligné par ce collègue avec qui elle est sortie boire un verre, mène une vie rangée et routinière qui manque un peu de piquant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que justement, elle va en connaître des bouleversements qui vont débuter avec ce coup de fil qu'elle va recevoir de la part de son beau-père René, qui lui apprend que sa mère a été hospitalisée après une crise cardiaque dans un hôpital de Barcelone. Pour elle, qui a quitté l'Espagne en 1939 alors qu'elle avait 8 ans avec cette même maman, qui s'était juré de ne jamais remettre les pieds dans ce pays tant que Franco serait vivant, c'est la surprise et la stupéfaction. C'est comme cela qu'en compagnie de René, Angelita va faire le voyage jusque dans la capitale catalane, sans se douter que cette excursion de quelques jours allait livrer son lot de surprises.
À travers ce récit, qui joue sur les allers et retours dans la chronologie, Denis Lapierre lève le voile sur les non-dits, la honte même, qu'ont pu ressentir les Espagnols qui ont fui leur pays dans les années 30 pour fuir la répression de Franco, sans se douter qu'ils ne seraient pas les bienvenus en France. Dans un siècle tourmenté par la Seconde Guerre mondiale, il nous livre une histoire subtile et sensible que sait parfaitement mettre en dessin le talentueux dessinateur barcelonais Édouard Torrents. Histoire qui parle en creux du destin de sa propre famille, il déploie, avec un style semi-réaliste au trait épais, un dessin où l'émotion transpire, émotion accentuée par les belles couleurs que l'on doit à Marie Froidebise. Ouvrage accompagné d'un dossier de quelques pages en fin d'album que l'on doit à Christelle Pissavi-Verneau, qui permet de restituer le contexte de l'époque, nous avons là au final une histoire riche et instructive que j'ai trouvée passionnante. Édité comme Barcelona âme noire chez Dupuis dans la prestigieuse collection Air Libre, c'est un plaisir de redécouvrir ce titre dans un album unique, un ouvrage que je vous recommande chaudement, à plus forte raison si, comme moi, vous étiez passé à côté au moment de sa sortie en 2013. Ainsi se termine ce 172e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Barcelona âme noire de Gani Yacoupi et Denis Lapierre pour le scénario, Ruben Pereiro, Martine Pardo et Emmanuel Torrents pour le dessin, pour un album sorti chez Dupuis dans la collection Air Libre. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 8 avril, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.